Salut Catherine et Pablo. Salut Pierre, Salut, salut salut. Flo. On se retrouve comme chaque dimanche pour essayer de débriefer de l'actualité politique. Aujourd'hui, il y a une actualité assez importante puisque se termine aujourd'hui la fête de l'humanité. Anne Hidalgo a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ce matin à Rouen, et puis Marine Le Pen qui fait son meeting de transmission du pouvoir et puis de déclaration aussi de politique un peu générale sur quelle sera sa candidature à l'élection présidentielle. On commence peut-être par la fête de l'humanité. Vous vous êtes baladés tous les deux dans les allées de la fête de l'humanité. Comment vous avez senti l'ambiance, l'atmosphère? C'est aller tous derrière le candidat communiste? Vas-y, Catherine. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai senti, c'était plutôt une fête comme tous les ans, c'est-à-dire une fête extrêmement sympathique. Moi, chaque fois que j'y vais, je me dis, on est dans une espèce de bulle, comme ça, pendant le temps, dans ce temps court, dans cet espace délimité. Il y a un bout de, je sais pas, de communisme qui se vit. Les gens sont extrêmement relax. T'as pas de vin, ben, bois dans mon verre. Enfin, tu vois, un truc comme ça. C'est très, très plaisant. C'est très jeune. Voilà. Il y avait moins de monde que les autres années puisqu'il y avait la jauge qui était C'était limité, imposée. hein. Voilà, qui était limitée, mais ça n'a pas du tout, à mon avis, nui à l'ambiance générale. C'était, bon voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Et en même temps, à chaque fois, enfin, ça fait quand même maintenant des années que j'ai cette espèce de chagrin quand je vais à cette fête, où je me dis, mon Dieu, comment toute cette force militante, toute cette culture de partage, de souveraineté, d'amitié, etc., qui porte la gauche, nos espérances, tout ça est en jachère, quoi. Et que ça fait longtemps que ça dure et on se dit, bon, il faudrait quand même réussir à raccorder un peu l'espace entre cette réalité sociale tangible et puis la réalité politique qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Elle Voilà. était placée sous quel signe cette année, la fête de l'humanité, Pablo? Bah, moi, je suis d'accord avec Catherine dans ce qu'elle dit que c'était un moment communiste, mais c'était vraiment un moment communiste au pluriel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de facettes en fait de ce que c'est que le communisme, en allant même jusqu'à la social-démocratie. Hein. Il y avait Anne Hidalgo qui était présente, il y a pas mal de socialistes qui sont là, et puis de l'autre côté, on va dire de l'échiquier politique de la gauche, il y a le NPA, Lutte ouvrière, etc., qui sont présents. Et en fait, Catherine, tu as raison, il y a un moment où, en fait, tout le monde est là, tout le monde partage. Il y a des chapelles hein, qui sont devant chaque stand, qui sont créées, mais globalement, les gens échangent. Le problème, c'est que moi, je me pose la question de savoir, en fait, à quoi sert encore aujourd'hui, en 2021, cette grand-messe, en fait, qui a lieu tous les ans, où les gens, en fait, se rencontrent, s'affichent ensemble. Hein. Il y a pas mal de photos qui sont faites, à la fois au niveau des leaders des différents partis ou mouvements, mais aussi entre les militants. Hein. Ils font des photos entre eux, ils sont contents de montrer qu'ils sont entre eux. Le seul problème, c'est que toute l'année, ils bossent pas ensemble, voire ils bossent les uns contre les autres, ce qui est quand même un peu problématique. Et donc, du coup, je me pose un peu la question. Enfin, je voyais des visages dans les stands que je voyais pas souvent ensemble, et je me disais, bah, c'est bien en fait qu'ils soient là aujourd'hui et qu'ils discutent et qu'ils puissent d'ailleurs parfois avoir des débats intéressants et constructifs. Mais il faudrait le faire le reste de l'année, quoi. Entretenir en fait cette relation, qu'elle soit conflictuelle ou hyper constructive et symbiotique, mais il faut la faire, il faut continuer à l'avoir. Ça veut Il faudrait dire que la quoi, fête de Catherine? l'humanité La fête de toute l'année. l'humanité, c'est l'unité de façade, c'est de l'hypocrisie dans les allées de la fête de l'humanité? C'est quoi? Ça veut dire quoi ce que dit Pablo pour toi, Bah, Catherine? moi, je ne ressens pas ça du tout parce que je pense que l'aspect, je dirais, partidaire des différentes chapelles, en effet, il y avait Génération, le NPA, LO, etc., etc., tous les stands évidemment du Parti communiste ensemble, c'est tout à fait marginal par rapport à ce qui se joue à la fête de l'humanité. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'enjeu de la fête de l'humanité soit la rencontre entre les militants. Je pense que c'est quelque chose de bien plus grand et bien plus large que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt la France vraiment de gauche et une France vraiment ouverte, accueillante, partageuse, etc. Une France rouge, enfin tout ça, ça existe et ça se voit à la fête de l'humain. Et l'autre chose, c'est que pour moi, c'est pas, enfin encore une fois, pour moi, l'enjeu n'était pas la visite de Anne Hidalgo, c'est anecdotique à mon avis dans la fête. Par contre, il y a quelque chose de nouveau qui se produit à la fête de l'humain et qui me semble devoir avoir un bel avenir, c'est que c'est un lieu du débat politique au-delà du débat
communiste. C'est-à-dire que pour la deuxième fois, on a vu un grand débat entre Martinez, là cette fois-ci c'était Gabriel Attal, il y a 2 ans c'était Delevoye au moment de la réforme des retraites, donc ils ne sont communistes ni les uns ni les autres, et ils ont débattu à la fête de l'UMA. Il y avait le débat Roussel-Pécresse également, c'est-à-dire, et finalement je me disais, un lieu où le débat politique se mène devant le public et pas simplement sur des plateaux télé, c'est quand même assez rare. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, j'ai l'impression que ça devient à la fois une fête populaire, une fête communiste, une fête de gauche et une fête politique, de la politique populaire. Et c'est une évolution de la fête qui me paraît reconstruire son sens dans le cadre de cet affaiblissement du Parti communiste que je crois pérenne. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas devin, hein, mais c'est pas prêt de se redresser, quoi. Pablo, je ne sais pas si tu as lu Le Parisien ce matin, mais Le Parisien semble dire que il y en a un qui faisait l'unanimité contre lui, c'était Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité. Est-ce que tu as ressenti ça chez les militants, les sympathisants qui étaient présents? L'unanimité contre lui, je pense que c'est un peu fort, un peu dur. J'ai lu effectivement l'article du Parisien. Je ne suis pas sûr d'avoir ressenti exactement la même chose dans les gens que j'ai croisés. Les gens sont surtout complètement perdus. Le C'est-à-dire fait est que qu'on l'a pas dit. Il n'est pas venu à la Fête de l'Humanité cette année. Il était dans une autre fête politique où en il y avait un Belgique, débat en Belgique. Oui. les gens n'avaient pas d'animosité particulière à l'égard de Mélenchon. Mais globalement, personne ne savait vraiment pour qui il allait. Il y avait beaucoup de militants politiques et de sympathisants qui aimerait, on sent quand même des gens qui auraient aimé pouvoir s'engager là dans l'année électorale, dans l'année présidentielle qui va arriver, et qui, en vérité, on est en septembre, l'élection c'est en avril, et qui aujourd'hui ne savent pas pour qui ils vont aller tracter, pour qui ils ont envie de donner de leur temps militant. Et c'était le truc le plus partagé. Après, savoir s'ils en voulaient plus à Mélenchon qu'au candidat écologiste ou qu'à Philippe Poutou ou à Montebourg, je ne saurais pas dire. Une dernière question avant de passer à un autre sujet. Catherine, il y a une petite polémique qui est née de la Fête de l'Humanité, qui se fait écho largement sur les réseaux sociaux. C'est un groupe de musique qui a fait scander aux spectateurs tout le monde déteste la police. Ça fait polémique à droite. La droite demande à la gauche de s'excuser, de dénoncer ses propos à l'égard de la police. On se souvient du parti pris de Fabien Roussel quand il est allé manifester avec les policiers en novembre dernier. Je crois que c'était en novembre dernier, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique, toi? C'était en mai ou en juin. Oui. Oui, c'était en mai ou en juin. Oui, c'était en juin. Bon, d'abord, c'est complètement ridicule. Enfin, je veux dire, là, c'est encore des histoires de pudeur de gazelle, hein, parce que franchement, tout le monde déteste la police. Qui va dans les manifestations entend bien que ce slogan est repris régulièrement et avec une certaine force. Est-ce que je le partage? C'est pas le sujet, mais est-ce que ça suffit à faire un projet politique? Certainement pas. Mais en tout cas, ça exprime très clairement la tension très très vive que tout le monde connaît entre la police et une partie de la population, et même une grande partie de la population, que ce soit la population des quartiers, que ce soit les militants syndicaux, les militants politiques. Enfin, je veux dire, il y a un contentieux très très vif avec la police, et qu'à la Fête de l'UMA, ça se dise, oh, ça ne me surprend pas. Et moi, j'ai assisté à un moment donné assez intéressant. Fabien Roussel ne devait pas être très à l'aise dans ses chaussures quand il y avait le débat Pécresse-Roussel. À un moment donné, Pécresse dit moi, je suis une femme de droite, je suis une femme d'ordre, je soutiens la police. Et toute la salle qui était là, c'était beaucoup un public syndicaliste, c'était au Forum social, donc c'est le lieu où s'organisent un peu les rencontres syndicales et du monde du travail. Donc c'était beaucoup des syndicalistes qui étaient présents et ça a chauffé bien contre elle. Il y avait Roussel qui d'ailleurs n'a rien dit, n'a pas boosté. Et pourtant, je peux dire que les gens, ils auraient bien dit que tout le monde déteste la police. Enfin, en tout cas, je pense que le soutien de Roussel à cette manifestation de policiers est resté présent et contribue à ce que disait Pablo tout à l'heure, c'est-à-dire un espèce de trouble très, très grand que moi, j'ai été frappée de l'ampleur du trouble qu'il y avait dans la Fête de l'UMA. Très peu de gens en soutien dans ceux avec qui j'ai discuté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des militants communistes qui vont soutenir Roussel. D'ailleurs, il y avait un peu de monde à son meeting à Roussel devant la scène centrale. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient dans le doute, l'expectative parmi les élus, parmi les militants, et y compris des gens qui
avaient soutenu assez fortement Jean-Luc Mélenchon et qui, cette fois-ci, ne sont pas décidés encore sur leur choix. C'est-à-dire que la perplexité, moi, vraiment, je pense que c'était ça qui dominait dans cette fête, y compris d'ailleurs autour de cette mosaïque de la gauche. Roussel a beau raconter qu'il ne divise pas la gauche, l'idée qu'il faut 7 candidats pour avoir une chance d'aller au second tour, c'est un peu compliqué. Alors justement, tu parlais de choix. Un nouveau choix va être désormais possible à gauche, puisqu'Anne Hidalgo a annoncé sa candidature ce matin à Rouen. On va revenir un peu sur le contenu de son discours et de ce que vous en avez pensé. Mais d'abord, un mot sur la forme. Elle est arrivée entourée de jeunes élus, maires de villes de France, petites, moyennes, grandes, des visages qui ne sont pas forcément connus. Qu'est-ce que ça signifie? L'image des éléphants du Parti socialiste, il n'y a plus cette image-là. Elle essaie de véhiculer quoi quand elle fait ça, Anne Hidalgo, selon vous? De toute façon, c'est le cimetière des éléphants. Hein. Je veux dire, ils ne sont plus là, les éléphants du Parti socialiste. Le Parti socialiste est une coquille quasi vide. Je crois qu'ils ont été 22 000 à voter pour le Congrès. Donc, pour choisir Fabien Roussel, les communistes étaient 30 000. Pour soutenir Mélenchon, ils sont 250 000 à avoir apporté son soutien. C'est-à-dire que vraiment, et on me dit que sur la primaire des écologistes, ils vont être 100 000. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors ça ne se réduit pas à ça, hein, un parti, mais d'un seul coup, ils sont le plus petit mobilisateur en termes de militants. Donc, oui, il y a plus. Je pense que les éléphants sont morts. Ça, c'est le premier point, et qu'elle veut montrer une nouvelle génération qui a conquis. Et c'est l'argument d'ailleurs des socialistes, c'est de dire en fait, c'est nous qui avons gagné les dernières élections municipales et régionales, et c'est sur notre nom qu'il y a du rassemblement possible, plus que sur les écologistes qui n'ont pas, au moment des régionales, remporté de succès, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'elle raconte. Voilà. Mais comme tu l'as dit, Pierre, c'était beaucoup des élus, des jeunes élus socialistes et membres du Parti socialiste. En fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, en vrai, sa déclaration de candidature et son entourage, donc au moment de cette déclaration, à mon avis, en témoigne. C'est une déclaration de candidature pour le Parti socialiste. Alors, elle l'a pas dit dans son discours. Elle n'a pas parlé du Parti socialiste. Elle a dit une fois ou deux fois le mot gauche, c'est tout. D'ailleurs, et elle a même pas dit je suis la candidate de la gauche. Elle s'est inscrite dans une histoire. Enfin, c'était un peu confus. Mais il n'en demeure pas moins que sa candidature, c'est celle du Parti socialiste. C'est pour ça qu'elle se présente. C'est pour sauver le Parti socialiste. Parce qu'aujourd'hui, si elle ne fait pas cet acte de candidature, il n'y a plus de Parti socialiste. Personne n'est capable, à part elle, si ce n'est elle, de représenter le Parti socialiste dans l'élection présidentielle. Et s'il n'y a pas de Parti socialiste qui se présente en 2022, je pense qu'on peut faire définitivement, tirer une croix, rayer de l'histoire le Parti socialiste qui pourrait se réinventer, les gens pourraient aller dans d'autres partis, etc. Mais s'ils n'ont pas de candidat en 2022, le parti disparaît. Et c'est d'ailleurs un peu la même logique, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Fabien Roussel, le Parti communiste est un peu dans la même logique. Et en plus de ça, il s'avère que ces deux personnes… Comment ? De sauver le parti ? Sauver le parti, mais aussi sauver la structure de notre vie politique autour des partis. Et je pense que et Fabien Roussel et Anne Hidalgo sont convaincus en fait que la vie démocratique, et notamment la vie démocratique de la gauche, elle passe par une bonne organisation de leurs partis, qui sont en plus des partis historiques de la gauche. Hein. Le Parti socialiste et le Parti communiste, c'est parmi les deux partis, ces deux partis qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, et cette conviction qu'ils ont fait qu'ils ne peuvent pas laisser partir, laisser disparaître en gros leur parti. Ils en ont besoin pour reconstruire une gauche digne de ce nom après 2022, parce que je pense que l'un comme l'autre sont persuadés qu'ils vont perdre. Et sur le fond, Catherine, tu as trouvé quoi? Le discours était plutôt un discours classiquement de gauche. Elle a dit effectivement assez peu dans son vocabulaire, mais elle a réutilisé quand même, elle s'inscrit dans une histoire de gauche. Elle raconte ses origines sociales, ses origines, l'histoire de ses parents qui ont fui l'Espagne de Franco. Bon, sur le fond, ça donne une bonne social-démocrate. Sur le fond, ça ne donne pas grand-chose quand même. Sur le fond, ça ne donne pas grand-chose parce qu'elle fait un discours… Elle rentre en campagne quand même. Elle rentre en campagne hier en disant « je veux doubler les salaires des enseignants » et aujourd'hui, elle fait un discours sur l'augmentation des salaires. Oui, moi, c'est pas comme ça que j'ai entendu tout à fait. C'est pas un discours programmatique qu'elle a fait.
Donc, elle s'est pas étendue sur les salaires. D'ailleurs, elle l'évoque, mais elle ne le chiffre pas. Elle ne dit pas qu'elle veut doubler ou pas les salaires. Est-ce que c'est un recul? J'en suis pas certain. On ne peut pas encore le dire encore à ce stade. C'était pas l'objet. Son objet, à mon avis, il y en avait plusieurs. Il y avait d'être à Rouen et avec des élus de toute la France, c'est-à-dire de dire, je ne suis pas la maire de Paris en campagne, c'est-à-dire qu'elle, et ça lui l'oblige à faire des choses qui sont un peu complexes, à mon avis, parce que quand elle dit je veux mettre fin à l'arrogance de ceux qui décident de loin, je veux dire, ça vise, c'est dans l'ambiance générale du moment un peu populiste et anti-hélice, etc., que moi je n'apprécie pas tellement, mais c'est ça qu'elle laisse entendre, qu'elle n'en fait pas partie, qu'elle n'est pas de cela, et tout ça, ça s'appelle Paris, quoi, hein, comme aux États-Unis, ça s'appelle Washington, et là, ça s'appelle Paris. Donc, elle cherche à décrocher de ce truc-là, même si elle veut utiliser son engagement sur Paris, les pistes cyclables, sa lutte contre la pollution atmosphérique, etc., pour dire, voilà, je suis vraiment une femme courageuse, d'expérience, et vous pouvez voir mes résultats. Donc, elle veut dire qu'elle n'est pas maire de Paris. Et moi, je pense que ça, c'est le scotch sur sa chaussure jusqu'à la fin. Elle est la maire d'une ville où le prix au mètre carré est à 11 000 euros. C'est-à-dire une ville qui n'a cessé de s'embourgeoiser, d'évacuer ce qu'est la constitution de notre pays en termes sociologiques, quoi. Les classes populaires, les classes moyennes, les salariés, etc., quittent Paris. Et Anne Hidalgo est la maire de cette ville-là qui n'a pas enrayé cette évolution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle fait un discours sur les valeurs. Non, elle fait un discours où elle raconte qui elle est. Ce que je pense, c'est qu'en fait, Anne Hidalgo n'est pas très connue comme personne. Son histoire, sa personnalité, c'est pas un personnage que l'on identifie vraiment, quoi. On connaît des choses, on connaît des pistes cyclables, mais qui elle est, donc elle veut raconter, elle fait du storytelling, son histoire, voilà, la méritocratie républicaine, mais surtout, ce qu'elle dit, en fait, le leitmotiv, on va en parler tout à l'heure, Marine Le Pen, c'est liberté, et elle, c'est respect. Le mot qui va revenir comme étant un peu l'archétype de son intervention, enfin la structure de son intervention, c'est le respect. C'est quand même un peu pauvre, un peu plat, un peu faible, on ne sait pas où ça va. C'est très creux comme concept. Et en fait, je pense que ça vise les deux électorats qu'elle cherche à capter, c'est-à-dire, bon, il y a le petit socle de 5-6% socialistes indéfectibles, et puis elle veut essayer de récupérer les macroniens déçus. Est-ce qu'elle cherche pas, est-ce que Pablo, elle cherche pas justement à créer un match avec Emmanuel Macron où elle dénonce le quinquennat du mépris et que donc du coup, contre le mépris, je propose le quinquennat du respect? Oui, ça va pas Oui, loin. sauf que ce qui structure l'action d'Emmanuel Macron, c'est pas son mépris, c'est son néolibéralisme, c'est son rapport qui a évolué vis-à-vis de la question de l'identité. C'est pas le mépris. Il a pas mis son programme autour du mépris. Donc elle, si elle commence à mettre tout son programme autour du respect, ça n'aura aucun sens. Il faut bien évidemment qu'elle se positionne sur la question du rapport au néolibéralisme, au capitalisme et aussi à la question des identités, quoi. Et tout ça, elle l'a pas dit, elle est restée. Enfin, moi, j'ai trouvé que tous les mots tous les concepts en fait qu'elle a appelés dans son discours étaient des concepts qui étaient très très flous, très mous. Dire que voilà, elle veut la devise liberté, égalité, fraternité, c'est une devise magnifique et je sais pas quoi, il faut qu'elle vive et c'est une belle promesse. Bon, d'accord, mais enfin, ça fait longtemps que c'est le cas. Tout le monde à peu près le dit dans l'échiquier politique. Donc, il y avait rien en fait dans ce qu'elle a proposé qui était véritablement un pas de côté en fait. Non, où en fait elle se positionnait de façon originale sur l'échiquier politique en disant voilà, moi je vais vous proposer en fait une autre façon de faire de la politique et une autre façon de voir la réalité du monde. Elle s'est juste placée, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Catherine, elle s'est juste placée un peu effectivement dans l'opposition à Emmanuel Macron, mais une opposition soft et vraiment, à mon sens, très superficielle puisque uniquement adressée au mépris.
Oui, d'ailleurs, le problème qui est posé au Parti socialiste, c'est quand même Emmanuel Macron était le conseiller de François Hollande et les socialistes se sont pris une tannée à l'issue de ce quinquennat. Elle n'en dit pas un mot, elle ne revient pas une fois sur Oui, ce qui s'est elle passé. fait l'éloge du Parti socialiste en disant c'est l'histoire de Blum, de Jaurès et de Mitterrand, mais elle ne va pas au-delà, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle convoque les grandes figures, mais elle ne dit pas ce qu'est aujourd'hui être social-démocrate, socialiste, et comment se fait-il que depuis Lionel Jospin, les socialistes ont été infoutus d'inventer autre chose que le social-libéralisme. Mm. Donc, Ouais. moi, je n'ai pas trouvé, enfin, elle n'avait pas, comme dit Pablo, c'était des mots, des concepts un petit peu mous et ça manquait un peu de charpente hein, quand même. Là, j'ai trouvé qu'elle n'y était pas. Quoi. Ouais. Peut-être qu'il faut que les socialistes se mettent en branle pour construire ce discours et ce projet qui, pour l'instant, n'est pas là. Voilà. Et c'était patent dans la mollesse des propos d'Anne Hidalgo aujourd'hui. Évidemment, pour Hidalgo, la plus grande difficulté, c'est si elle a face à elle un Yannick Jadot qui serait désigné par les écologistes. Pablo, elle peut. Non, je pense pas. La remontada Hidalgo est possible. Non, mais moi, je pense pas. Je pense que Yannick Jadot pourrait, à mon sens, ne même pas être un problème pour elle, parce qu'en fait, ils sont chacun dans leur couloir de nage. Encore une fois, elle, son couloir de nage, c'est les socialistes. Et comme dit Catherine, moi, je pense qu'il reste un socle de socialistes qui est entre, on va dire, 5 6, 7% de socialistes, qu'elle va essayer d'aller un peu au-delà. Mais son objectif, c'est pas de faire 25% au premier tour. Hein. Bah, c'est Son quand même de objectif, mener le c'est juste PS de au-dessus dire de ce que. C'est quand même de faire mieux que Benoît Hamon en 2017. Quand mais même. mieux que Benoît Hamon, c'est mieux que 6%. Donc en fait, si elle fait 10%, mais alléluia, enfin, et elle a gagné, et ensuite elle peut se. Ça Elle ne peut va pas se la fragiliser à Paris si, Moi, mais non. je pense qu'elle va chercher quand même à remettre le Parti socialiste le plus près de sa position centrale qu'il n'a plus et qu'il a eu quand même pendant 50 ans dans la gauche Mais française. elle sait très bien. Non, je suis pas d'accord. Elle sait très bien elle va pas faire ça en 6 mois. Ça, c'est un travail qui nécessite plusieurs années. Et là, elle l'entame. Elle donne, c'est le point de départ. Mais je pense que l'objectif, c'est 2027. Et je mets une date, mais en fait, on pourrait ne pas en mettre. Mais c'est certainement pas avril 2022. Ah, ils Non, sont non, non, heureux, elle pensait à je 2027, ne je pense crois. pas qu'elle pense qu'elle puisse être élue, mais moi je pense qu'elle est en rivalité avec les écolos. Quoi. Ça, moi je pense que c'est pas deux couloirs de nage séparés. D'ailleurs, les électorats dans les sondages d'opinion montrent que ce sont des électorats qui sont extrêmement proches et qui sont perméables. Hein. Ça passe de l'un à l'autre. Donc, je ne sais pas qui les écologistes vont choisir et sur quelle base ce candidat va se positionner, mais je pense qu'il y a réellement une compétition sur cette frange de l'électorat qui est très sensibilisée aux questions environnementales, écologiques et qui n'a pas la radicalité d'un discours que porte Jean-Luc Mélenchon. Donc, et d'ailleurs, elle dit ça sera difficile, c'est difficile, je sais que c'est difficile, etc. Donc, elle montre qu'elle s'est attaquée au problème, qu'elle voit que c'est difficile et que donc elle va faire au mieux. Et elle a dit un truc qui m'a étonnée, c'est elle a dit je veux faire une planification sur 5 ans. Donc, d'une certaine manière, elle essaie quand même de couvrir un peu tout le champ des électeurs écologistes, ceux qui sont les plus radicalisés qui veulent voter Jean-Luc Mélenchon, les électeurs écolos, je dirais, de préoccupation stricto-environnementale. Bon, non, moi, je pense qu'elle ne vise pas à faire simplement 5-6%. Ça, je ne crois pas. Allez, une dernière question. Ni même lui. Dernière question, et ça fera la transition avec le prochain sujet, Marine Le Pen. Ce soir, aux 2 JT, de 20h de TF1 et de France 2, il y aura d'un côté Marine Le Pen, de l'autre côté Anne Hidalgo. Anne Hidalgo sur France 2 et Marine Le Pen sur TF1. Il faut y voir un symbole d'un match que souhaiterait conquérir Anne Hidalgo, c'est-à-dire d'être une rivale possible. Ça va être quoi? Il va se jouer quoi ce soir? Il va se jouer la part d'audience. Qui fera les plus grosses audiences? Bah, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle n'avait pas parlé du Parti socialiste. Elle ne s'est pas non plus adressée, enfin, elle n'a pas dit un mot sur l'extrême droite pendant tout son discours, alors qu'on sait que c'est quand même une préoccupation qui est centrale dans la. Comment? Ni sur la droite. Hein. Oui. Elle n'a pas, Ni sur la droite, ni sur la droite. Oui, mais la montée. Oui, mais la montée en puissance de l'extrême droite dans le débat politique, voire dans le débat public au sens plus large, c'est quand même une préoccupation majeure chez beaucoup de leaders politiques. On l'entend beaucoup dans les discours. Elle ne l'a pas du tout adressée. Donc ce soir, il s'avère qu'elle se retrouve
face à. En vrai, c'est pas face à. Enfin, ils sont sur deux chaînes différentes. Je pense que ça nous fait plaisir à nous, ou enfin, aux journalistes qui sont spécialistes des médias, après de comparer les audiences, etc. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui se disent, tiens, je vais donner mon bouton, je vais appuyer sur le bouton pour regarder Marine Le Pen pour qu'elle ait plus de gens qui regardent Marine Le Pen. Enfin, je pense pas que ça va se jouer dans ces termes-là. Je pense pas que là, elle est en train d'installer un quelconque match avec Marine Le Pen d'ailleurs. Bon, moi, je pense ça va lui donner l'occasion de reformuler un peu ce qu'elle a dit aujourd'hui auprès d'un plus grand nombre, parce que quand même, à 11 heures du matin, je ne sais pas qui regardait BFM Télé, donc elle va quand même, l'une et l'autre qui se sont exprimées ce matin, vont redire de façon plus grand public ce qu'elles ont à dire. Moi, je vois un symbole que Marine Le Pen, qui annonce sa volonté de privatiser le service public, aille sur TF1, et que Anne Hidalgo, qui se veut de la gauche et qui donc a parlé des services publics, des biens communs, etc., aille sur France 2. Je pense que c'est la seule symbolique que l'on peut y voir. Les deux femmes. Oui, ce sont deux femmes. Il y avait Pécresse sur BFM à 12h30 aujourd'hui. Donc, les femmes politiques s'imposent. On peut dire que ça, c'est une bonne nouvelle. Elles sont présentes dans le paysage et que ce soir, elles vont, toutes les deux qui sont candidates, Pécresse le sera peut-être, qui sont candidates, vont essayer de toucher le plus grand nombre. Et le journal télévisé, ça rassemble encore des millions de personnes. Voilà, beaucoup de monde, même si ce n'est pas toutes les tranches d'âge. Alors, Marine Le Pen. Vous avez regardé Marine Le Pen ce matin, qui tenait évidemment elle aussi meeting et qui en a profité pour passer le flambeau à son Jordan Bardella, le député européen. Elle se met en retrait du parti le temps de la campagne. C'était le temps de la campagne. Tu as compris, toi, que c'était le temps de la campagne? Ah bah oui, oui. Ah bon, en fait, moi je me suis demandé si c'était ça. Moi j'avais eu l'impression que c'était vraiment. Bon, le fait est que l'issue de l'élection présidentielle scellera aussi sans doute le sort de Marine Le Pen dans son parti. On verra ce qui se passera, on n'en est pas là. Mais bon, on voit depuis quelques jours, elle a sorti ses affiches de campagne, elle mise tout sur la liberté. On voit bien qu'elle fait un discours très fort à l'endroit de ceux qui manifestent beaucoup les samedis. Elle a essayé de leur parler, de leur adresser un message. Liberté chérie. C'est quoi qu'il faut lire en creux, Catherine? Moi, ce que je pense, c'est que Marine Le Pen est devant une équation politique extrêmement complexe parce qu'elle a eu quand même une grosse déconvenue au mois de juin avec les élections régionales et son électorat s'est quand même beaucoup moins mobilisé que les autres électorats. 71% seulement sont allés voter ou 71% se sont abstenus. Oui, c'est une très très forte démobilisation de l'électorat de Marine Le Pen. Donc elle a ce problème de remobiliser son électorat et le problème de le remobiliser sans rétrécir sa base possible pour le second tour. Et donc il faut qu'à la fois elle fasse une campagne de premier tour et en même temps qu'elle n'obère pas ses chances de second tour. Et donc, je crois que c'est ça l'équation de Marine Le Pen. Et je trouve que la réponse qu'elle a proposée ce matin m'a paru assez habile parce qu'elle a repris le thème des libertés. C'est des fois un peu rocambolesque quand elle dit qu'elle ne veut pas du flicage et du fichage, ou quand elle cite Winston Churchill, tu te pinces pour y croire. Mais à part ça, à travers cette question des libertés, elle a réussi à réintégrer les fondamentaux du discours du Front National sans c'est un peu en sous-texte, un peu en subliminal, ce qui est un peu sa stratégie depuis le départ. Mais elle, à un moment donné, elle dit la liberté, c'est ni le laisser faire, ni le laisser aller, et encore moins le laisser passer. Donc, les trois thèmes, ni le laisser faire, ni le laisser aller, ni le laisser passer, c'est trois définitions très, très, très à droite de ce qu'est la liberté et qui cohabitent également avec une approche parfois libertarienne quand elle est contre les restrictions sur les limitations de vitesse, la vaccination, etc. Donc, je trouve qu'elle réussit avec ça l'équation complexe de reformuler son discours et en même temps de ne pas perdre trop ce que lui a apporté la stratégie dite de dédiabolisation. Pablo, d'autant que
Ouais. Vas-y. Non, mais d'autant qu'il arrive sur sa droite, en fait, et je ne suis pas sûr qu'elle s'y attendait aussi rapidement, une nouvelle candidature avec celle d'Éric Zemmour. Et donc, effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Catherine. Elle a été, hélas, très maligne dans sa façon, en fait, d'organiser autour de la question de la liberté, qui est, enfin, pour le coup, un thème dont elle a donné des définitions qui étaient assez audacieuses, comme tu l'as dit, mais c'est autrement plus profond que ce que Anne Hidalgo avait proposé comme définition pour le respect. Hein. Et elle a réussi à articuler ça autour de la question notamment de l'État. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, partout, à chaque moment de son discours, elle rappelait l'importance du rôle de l'État, de ce qu'elle imaginait être le rôle de l'État quand elle serait présidente de la République. Et donc, du coup, ça lui fait… Le président de la République, c'est chef de l'État. Donc, c'est complètement absurde que quand tu es à l'élection présidentielle, à être chef de l'État, tu centres ta… Je suis complètement d'accord avec toi, mais le fait est qu'un type comme Éric Zemmour, par exemple, c'est pas des choses dont il parle énormément. Il n'est pas très à l'aise avec ça. Elle réussit en fait à mettre en fait sous le vocable liberté, à même parler des autoroutes, à de la renationalisation des autoroutes, à dire qu'il faut de la liberté entrepreneuriale, à dire qu'il faut… C'était vraiment… en plus, elle avait un ton, elle est d'une agressivité. Elle est très agressive aujourd'hui. Ouais. Très agressive, vraiment reboostée. Enfin, les gens, elle n'était pas dans la France, elle n'était pas dans la France apaisée, quoi, comme elle avait pu le dire dans une. Non, mais c'était son slogan de campagne. Je me souviens, en 2017, mais non, mais une France bah apaisée. Oui, sauf que là, la campagne va se faire à droite toute. Donc en fait, elle est obligée en fait de montrer que elle aussi, elle est d'extrême droite. Elle va quand même pas se laisser bouffer l'extrême droite par Éric Zemmour ou par Éric Ciotti. Enfin, parce que les LR et même maintenant le gouvernement, même LREM, sont tous en train de bouffer sur ces plates-bandes. Donc elle a quand même, elle veut rester le pilier, à mon sens, de l'extrême droite, ce que nous on appelle l'extrême droite, ce qu'elle doit appeler la droite radicale ou la vraie droite ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est totalement juste que dit Pablo? Parce que quand même, elle s'est fait remarquer cette semaine, Marine Le Pen, en faisant une grande interview dans le Figaro où elle annonce deux choses. Que sont à la fois la nationalisation des autoroutes et en même temps la privatisation de l'audiovisuel public. Ce n'est pas des sujets, ce n'est pas des terrains, ce n'est pas des propositions qu'on a l'habitude d'entendre traiter par le Rassemblement national. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement de se normaliser finalement? D'abord, elle continue sa volonté de se normaliser, oui. De mettre en avant des thèmes qui vont être acceptables par tous. L'histoire des autoroutes, je sais pas, moi, pour moi, c'est pas un truc très à gauche, hein, les autoroutes. Alors, à part ça, que ce soit au privé, ça me paraît pas extrêmement positif. Mais, et puis, concernant l'audiovisuel public, alors là, pour le coup, ça, c'est vraiment une position franchement d'extrême droite. Parce que ce qu'elle raconte quand elle va sur France Inter, qu'elle dit on vous appelle Radio Gaucho, ce qu'elle conteste profondément, au fond, c'est les exigences du service public qui sont notamment des exigences de pluralisme, de qualité qu'elle ne reconnaît pas. Donc, pour moi, ça, c'est une proposition vraiment très à droite et très clivante et très identifiante. Contrairement à beaucoup d'autres, ce qu'elle a fait aujourd'hui dans cette espèce de grand fourre-tout où elle a un peu tout mis, elle a vraiment essayé de faire rentrer derrière la question des libertés un peu tous les sujets. Il y en a quelques-uns, c'est un peu rocambolesque. Ça me paraissait, ça me paraît être tenir la route du point de vue de l'extrême droite. Ouais, Pablo. Après, il ne faut pas oublier que quand même, la majeure partie du discours s'est fait sur des questions d'immigration, d'insécurité. C'est ce que j'allais te dire. Oui, voilà, de lutte contre le prosélytisme islamiste et avec des punchlines qui étaient quand même genre d'une violence rare. Nous éradiquerons les bandes, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Et ça a été particulièrement fière de cette trouvaille, hein, parce qu'après, elle rigolait après cette phrase. Enfin, c'est absolument monstrueux, en fait. Et après, il y a aussi toute la rhétorique sur les talibans. Alors, ça est venu plusieurs fois dans son discours. Les talibans de l'intérieur. Les talibans de l'intérieur, ouais. Ils ne sont pas tous musulmans.
Oui. Des talibans qui ne sont pas tous musulmans. Enfin bon, c'est Ouais. Voilà. peu. Et ces trucs, ça c'est très très violent. Ça pour le coup, elle revient dans un discours. Ça c'est pas normaliser son discours, hein, parler des talibans français, des talibans de l'intérieur. Et là, elle le redurcit, elle le réextrémise en fait. Mais je pense que c'est pour répondre à Éric Zemmour et autres Ciotti qui sont présents maintenant dans le débat médiatique et qui pourraient lui faire du mal en fait pendant cette présidentielle. Moi, je pense quand même qu'en gros, tu as raison. Il y a cette phrase sur les étrangers délinquants dans l'avion, qui est une phrase qui n'a aucun sens, hein, parce que pour être dans l'avion, il faut quand même qu'il y ait des gens qui, de l'autre côté, acceptent d'accueillir. Et ça, c'est pas tout à fait évident que ça se passe, que les autres États aient envie de récupérer nos délinquants. Enfin, ça, c'est complètement absurde. Mais ça n'a pas de sens, ça tient pas debout. Alors qu'elle s'est prévalue d'être un parti de gouvernement, ce sur quoi elle a commencé d'ailleurs son discours. Nous avons changé, nous sommes devenus un parti de gouvernement. Mais ce que je pense, c'est que tu as raison, mais le gros quand même, c'était un repackaging de toutes les idées d'extrême droite réénoncées dans les termes. Alors par exemple sur les femmes, c'était quand même, elle a fait un long développement sur la liberté des femmes, de pouvoir se déplacer dans l'espace public, s'habiller comme elles veulent, en jupe et en robe, etc., d'aller dans tous les cafés. Enfin, elle a fait quand même un grand développement dans lequel le sous-texte était tout le temps, c'est subliminal. Vous savez bien de qui je parle, qui c'est qui vous embête dans les rues, qui c'est qui veut pas de vous dans les cafés, qui c'est qui vous fait des remarques si vous êtes en jupe, etc. Tout était comme ça. On a une reformulation dans lequel elle recycle toutes ces idées sans les énoncer de manière aussi claire. Quand elle dit les talibans qui ne sont pas tous musulmans, de quoi tu parles, ma chérie, quoi. Bon, eh ben, on suivra ça avec toujours beaucoup d'attention. Bonne fin de dimanche, j'ai envie de vous dire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, merci à vous.